Oubliez tout de suite James Bond, ses gadgets, ses voitures de luxe. La vraie puissance d'un service secret, eh bien, elle ne se trouve pas du tout dans les films d'action. Non, elle est cachée dans des rouages bien plus discrets et on va le voir beaucoup plus surprenant. Allez, aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de l'espionnage pour comprendre ce qui fait vraiment, vraiment la différence. On a tous déjà entendu ce genre de choses, pas vrai? Le Mossad israélien, là, tout en haut, intouchable. C'est quand même un ancien de la CIA qui le dit. Mais cette réputation, cette légende, est-ce qu'elle est vraiment méritée? Et puis, surtout, elle repose sur quoi au juste? Pour essayer de voir plus loin que le mythe, ils nous font un guide. Et notre guide, c'est un homme de l'ombre, Jean-François Carraggi. C'est un ancien des services secrets à l'italien, et c'est lui qui va nous révéler ce qu'il pense être les vrais ingrédients du pouvoir. Bon, voilà le programme. D'abord, on va essayer de dépasser la légende. Ensuite, on va se pencher sur 3 facteurs assez inattendus. L'argent, puis l'apparence physique, et enfin le rôle des élites. Et on terminera en se posant la question du but ultime de tout ça. C'est parti. Alors, premier point, et il est vraiment fondamental, il faut oublier l'idée que ces agences sont invincibles. Prenons le Mossad, souvent vu comme le meilleur. Eh bien même eux, ils subissent des échecs terribles. Des agents se font arrêter, ils sont emprisonnés, et parfois, ils ne rentrent jamais. La perfection dans ce monde-là, ça n'existe tout simplement pas. Et c'est là que l'analyse de notre source devient vraiment intéressante. Il nous explique que la puissance, la vraie, elle ne vient pas des opérations spectaculaires qu'on voit dans les médias. Non. Elle repose sur des fondations bien plus terre-à-terre. Et franchement, certaines vont sûrement vous surprendre. Et ce premier pilier, selon lui, c'est peut-être le plus important. Mais c'est aussi le moins glamour de tous. C'est l'argent. Voilà, tout simplement. C'est le nerf de la guerre, le carburant qui fait tourner toute la machine de l'ombre. L'idée est assez simple. La puissance d'une agence est directement liée à son budget. Plus on a d'argent, plus on peut recruter les meilleurs, acheter la technologie la plus avancée, payer des informateurs partout dans le monde. C'est aussi simple et brutal que ça. Et pour illustrer ça, l'exemple de l'Union soviétique est frappant. Au début, les services secrets soviétiques étaient une force redoutable, financée par l'immense fortune confisquée aux Romanov. Mais dès que l'argent a commencé à manquer, eh bien leur efficacité à l'étranger s'est littéralement effondrée, au point même de contribuer à la chute du régime. Sans argent, pas d'espionnage. C'est la première leçon. D'accord, mais l'argent ne fait pas tout. Le deuxième facteur de puissance est bien plus subtil, presque invisible. Caracassi, il appelle ça un avantage anthropologique. Alors derrière ce mot un peu compliqué se cache en fait une idée toute simple, le visage des agents. On peut prendre l'exemple d'Israël, dont la population est incroyablement diverse. Le Mossad peut y trouver des agents avec toutes sortes d'origines, des Ashkénazes, qui ont une apparence européenne et sont donc parfaits pour opérer en Occident. Et puis des Séfarades, originaires du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, qui eux peuvent se fondre dans la masse dans le monde arabe sans problème. C'est un atout stratégique absolument énorme. Le visage d'un agent, sa gueule, comme le dit crûment Carraggi, ça devient une arme. C'est une sorte de camouflage naturel, une clé qui peut ouvrir des portes qui resteraient fermées pour n'importe qui d'autre. Et c'est un aspect de l'espionnage qu'on a tendance à complètement oublier. On arrive maintenant au troisième et dernier pilier. Et là, attention, c'est sans doute le plus explosif. C'est l'idée que les services secrets ne serviraient pas vraiment la nation, mais plutôt une petite élite qui contrôle le pays depuis les coulisses. Selon Carraggi, c'est très clair. Pour monter dans la hiérarchie, il faut venir du bon milieu. Aux États-Unis, ce seraient les grandes dynasties industrielles. Au Royaume-Uni, la noblesse. Et en Italie, c'est encore plus intéressant, avec un mélange d'influence de la grande industrie et de la mafia. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça veut dire que ces agences sont en fait des sortes de clubs privés? Et ce contrôle par une élite, ça a des conséquences très, très concrètes sur le terrain. Carraggi le rappelle avec une franchise qui fait froid dans le dos. Parce que, quand un ordre tombe d'en haut, justifié par un vague intérêt supérieur, la réalité pour l'agent, sur le terrain, c'est parfois de faire l'impensable. Et cette réalité du terrain, déjà si brutale, est devenue un véritable cauchemar à l'ère du numérique. On pourrait croire que la technologie est une alliée, mais en fait c'est le pire ennemi de l'agent secret moderne. Sa légende, c'est-à-dire sa fausse identité, peut s'effondrer à cause d'un seul clic. Il faut imaginer le travail du contre-espionnage aujourd'hui. Ce n'est plus seulement des filatures dans des ruelles sombres, non, c'est traquer des empreintes numériques. Un paiement par carte de crédit par-ci, un dossier médical par-là, un diplôme qu'on vérifie en ligne, chaque information, c'est un fil. Et il suffit d'en tirer un seul pour que tout le château de cartes s'écroule. Alors, si on met tout ça bout à bout, l'argent, l'apparence, le contrôle par une élite, tout ça, ça nous amène à la question qui tue, au fond, à quoi, ou plutôt à qui servent vraiment ces organisations si puissantes? Officiellement, la réponse est simple. Elles sont là pour protéger la nation. Mais la conclusion de Carraggi, elle, est bien plus sombre.
Pour lui, la réalité, c'est que ces services sont bien souvent détournés pour servir les intérêts très personnels et financiers d'une toute petite poignée de gens très puissants. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air. Karachi cite un exemple très concret, l'affaire Sarkozy en France. On y voit comment le renseignement intérieur aurait été mobilisé pour tenter de nettoyer les ennuis judiciaires d'un président. Le résultat de tout ça, le patron de l'agence a fini par être condamné. C'est l'illustration parfaite d'un service d'État qui se met au service d'un seul homme. Au final, ce voyage dans l'anatomie de l'espionnage nous laisse avec une question fondamentale. Derrière le grand rideau du secret et de la sécurité nationale, une fois qu'on a analysé l'argent, l'apparence et les jeux de pouvoir, qui est vraiment servi? La nation tout entière? Ou une élite qui se protège elle-même? La réponse à cette question, c'est peut-être le secret le mieux gardé de tous.